ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour Monsieur le Président et merci d'avoir accepté cet entretien quelques jours après le retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Au cours de cet échange, nous allons évoquer certes la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, mais également nous allons aborder quelques sujets de l'actualité aussi bien au plan national qu'international. Et pour entamer cet entretien exclusif, cette première question, Monsieur le Président, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris le 28 janvier 2024 la décision historique de quitter la CEDEAO. Monsieur le Président, comment en sommes-nous arrivés à cette rupture avec notre désormais ancienne communauté? Bonjour, Monsieur Abdoulaye. Merci de l'opportunité, une fois de plus, pour nous de nous adresser au peuple, non seulement nigérien, mais également au peuple de l'Alliance des États du Sahel et aux Africains de façon générale. Je profiterai de cette interview pour avoir une pensée pieuse envers nos martyrs. Les martyrs du terrorisme, le terrorisme qui n'est pas seulement celui que nous connaissons avec des armes sur les terrains qui tuent des militaires comme des civils, mais le terrorisme des organisations également et des États étrangers. Nous avons une pensée pieuse envers ces martyrs, qu'ils soient civils ou militaires. Les martyrs du Niger, le martyr de l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son paradis Firdaus et qu'il leur accorde sa rahma. Pour répondre à votre question, il est important de rappeler, car comme dit le Coran, le rappel sauve l'âme. C'est quoi la CEDEAO? Ou c'était quoi la CEDEAO? Parce que pour nous, à partir d'une certaine date, la CEDEAO avait cessé d'exister. Malheureusement, peut-être que c'est la prise de conscience qui avait manqué pour faire face à l'évidence et prendre les décisions qui s'imposent ou qui s'imposaient. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO, ou la CEDEAO entre parenthèses, n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, je dis bien le 28 mai 1975, oui. La CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. D'accord. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque,
Du Niger, c'était Sékou Touré. Du Mali, c'était Moussa Traoré. Du Burkina Faso, c'était Aboubakar Sangoulé Lamizana. Du Togo, c'était Gnassingbé Eyadema. Tout à fait. Et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou. Oui. Et du Nigeria, c'est Yakubu Gowon. Tous des militaires. Je dis bien, Oui. c'est Yakubu Gowon. D'accord. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État Oui. que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Locomotive, oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. Je disais, avant de répondre à votre question, il faut faire ce rappel, c'est très important. D'accord. La CEDEAO était pour les peuples à but purement économique. Il faut faire également un rappel pour que les gens comprennent ce qui se passe. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. C'était la fin, ou la fin supposée de la guerre froide entre les 2 blocs que vous connaissez. 7 ou 8 mois après la chute du mur de Berlin, rappelez-vous de la rencontre de la Baule, ce qu'on a appelé le fameux discours de la Baule. C'était du 19 au 21 juin 1990, où Mitterrand rappelait aux Africains, 35 chefs d'État réunis, que ce n'est plus le fameux slogan « Amitié, coopération », c'est désormais la démocratie qui est source du développement pour vous, les pays africains, qui est source de prospérité pour vous, les pays africains. Mais si Mitterrand avait fait cette annonce, c'est parce que Mitterrand, à l'époque, avait cru avoir trouvé de nouveaux partenaires à travers les pays de l'Est libérés, ou supposés être libérés. Le discours de la Baule, nous le connaissons, mais peut-être beaucoup ne connaissent pas ce qui se cachait derrière. Le discours de la Baule n'avait nullement l'objectif de faire le bonheur ou la prospérité des Africains. Le discours de la Baule avait pour objectif inavoué la balkanisation de nos maigres États. Il avait pour objectif de ressusciter
les instincts que les supposées dictatures ont su contenir bon gré, mal gré. Et c'était l'objectif. Amener les États africains à ce qu'on avait appelé le multipartisme. Et vous vous rappelez, du 19 au 21 juin 1990, le discours de La Baule devant 35 chefs d'État. Oui. Vous vous rappelez la succession de 90, fin 90 à 91, des multipartismes, des conférences nationales qui avaient cours dans tous les États pratiquement francophones. Nous nous sommes retrouvés avec des pays à moins de 10 millions d'habitants, mais avec plus de 200 partis. C'était l'objectif inavoué, fragiliser nos États. Cet objectif, Dieu merci, n'a pas été atteint. Les États, c'est vrai, malgré les multipartismes ou les partis nombreux, 100 à 200, ont su garder un certain équilibre, mais dans la misère et la paupérisation la plus totale. Nous étions dans ce contexte quand l'objectif non atteint, rappelez-vous, en 1994, tous les pays utilisateurs du franc CFA se sont retrouvés avec 100% de dévaluation. C'est des événements, c'est des faits qu'il faut mettre en commun pour comprendre l'évolution de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc par rapport à ça, j'ai pensé faire le rappel, remettre les choses dans leur contexte. Pour revenir à votre question, le 26 juillet, nous avons mis fin au régime qui exécutait à la lettre les vœux du maître. Nous avons dit que nous avons suffisamment fait pour le maître. Il est temps que nous fassions pour le bien de nos peuples. La France, toujours à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO, pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, 4 jours après le coup d'État, sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CEDEAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CEDEAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette évidence. Nous avons passé par toutes les phases pour que l'embargo soit levé, pour renouer le dialogue qui devait être la première étape qui correspond à l'un des principes de la CEDEAO. Vous avez vu les va-et-vient des délégations de la CEDEAO, des chefs
traditionnelle et de toute autre autorité pour renouer le dialogue, les sacrifices que nous avons consentis, non seulement en termes de durée de la transition, en termes de chronogramme de la transition, oui, même si certains l'ignorent, mais que eux, ceux qui étaient venus vers nous, au nom de la CEDEAO ou au nom de leur propre pays ou à leur propre initiative, savaient les sacrifices que nous avons consentis pour que cette souffrance à laquelle le peuple nigérien ou les peuples de l'AES ont été soumis soit levée. Malheureusement, d'une condition à une autre. Au début, vous vous rappelez, l'exigence était de libérer la famille de Bazoum, comme si nous avons gardé la famille de Bazoum. Je l'avais dit et je le répète aujourd'hui. Le 28 juillet, 2 jours après le coup d'État, j'avais ordonné de libérer la famille de Bazoum. C'est lui-même qui a demandé que sa famille reste avec lui et je l'ai dit lors de notre dernière rencontre. Nous avons accepté la durée de la transition. Et vous vous rappelez, le 8 décembre, 2 jours avant la rencontre du 10 décembre à Abuja, j'étais au Togo, à Lomé. Au cours de l'entretien avec son Excellence Faure, j'avais dit que le Niger est disposé à toute durée qu'il juge être la durée qui permettra de lever l'embargo sur notre pays. Et vous vous rappelez, à l'issue de cette rencontre et avant cette rencontre, le président Macron était sorti 3 semaines avant pour dire que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé tant que Bazoum sera otage de la junte. Pour nous, et dès lors, et je l'ai dit lors de notre entretien, que les dés étaient jetés parce que nous savons pertinemment que les chefs d'État de la CEDEAO n'avaient pas la décision. La décision appartient toujours à Paris. D'accord. Et ceci s'est révélé exact, puisque à l'issue de la rencontre, c'était la principale condition des États marionnettes de la CEDEAO. Libérer Bazoum ou rien. Vous vous rappelez, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria était parti à Londres pour le dire sur les ondes de la BBC que s'ils veulent qu'on lève l'embargo, ils n'ont qu'à libérer. Ils n'ont pas d'autre choix que de libérer Bazoum. Mais je rappelle que Youssouf Tamatou-Gan ne décide pas de la politique ou de la diplomatie du Niger. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et non du Niger. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères de la CEDEAO. Et il ne peut, avec le sens de la modestie, de la courtoisie, décider de ce qui doit être appliqué au peuple nigérien. Pour répondre exactement à votre question, Monsieur le Président. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire, armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens.
La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre, le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans le cadre de l'AES. Et la troisième et dernière raison est d'ordre économique, puisque c'était la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique qui est l'objectif initial de la CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les trois raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO, nos pays ont certainement anticipé les conséquences de cette décision, conséquences en termes de libre circulation des biens et des personnes, en termes de séjour de nos compatriotes de l'espace CEDEAO, en termes enfin économiques et politiques. Que pouvons-nous retenir? Vous savez, je l'ai dit, la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975. Oui. Nos États étaient-ils indépendants le 28 mai 1975 ou avant? Nos peuples existaient-ils ou avaient-ils commencé à exister avant 1975, oui ou non? Des millénaires. En termes de circulation des personnes, rappelez-vous, la majorité des États de la CEDEAO ont acquis leur indépendance en 1960. Oui. Mais de 1960 déjà à 1975, il y avait au moins 15 ans à prendre juste ce petit laps de temps. 15 ans que ces populations-là cohabitaient. Mais avant les indépendances, puisque les indépendances étaient les conséquences de la colonisation, avant la colonisation, les peuples africains vivaient ensemble. Pour prendre l'exemple du Nigeria, de Bornou jusqu'à Kébi, c'était les mêmes familles.
Même ceux qui sont du sud, qui pensent être venus d'ailleurs, étaient au Niger il y a plus de 2000 ans. Il y a des traces. Donc, c'est des peuples qui ont toujours évolué sans tenir compte des frontières, puisqu'il n'y avait pas de frontières. Sachez que avant la pénétration coloniale, nous avons cessé même le mode de gestion des États sous forme d'empire ou de royaumes d'abord, ensuite des regroupements pour constituer des grands empires. Nous étions, pour le cas du Niger particulièrement, dans la gestion des États en tant que sultanat. Rappelez-vous qu'on parlait du sultanat de Bornou, du sultanat de Katsina, du sultanat du Gobir et de l'empire Peul de Sokoto, qui était un sultanat également, puisque Ousmane Danfodio est une figure de la religion islamique. C'est ce que les gens ignorent. Donc, nos peuples étaient brassés. Prenez le nord Bénin, c'était l'ancien empire Songhai. Nous ne sommes pas ignorants ou analphabètes de l'histoire. Ces peuples-là ont cohabité. La CEDEAO, c'est combien d'États à l'heure actuelle? 15. L'Afrique, c'est combien d'États? 54. N'y a-t-il pas de Nigériens dans les autres pays de l'Afrique? Comment est-ce qu'ils vivent? Ne se déplacent-ils pas? Ne trouvent-ils pas leur subsistance dans ces autres pays qui ne sont pas des pays de la CEDEAO? Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria, c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal, jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains dans leur instinct migratoire. Les peuples vont continuer parce qu'eux, ils sont au-dessus des chefs d'État égoïstes, individualistes. Les peuples sont des peuples matures qui comprennent le sens de l'histoire parce qu'ils ont l'histoire en eux. Ils savent les relations qui avaient existé et qui existent entre eux et leurs frères de l'Alliance des États du Sahel. Sur le plan économique, et politique, quel était le taux d'échange entre les États de la CEDEAO? Vous me direz qu'il est marginal, inférieur à 4%. Pour les plus optimistes, on dit 5 à 6%. Dites-moi un seul pays de la CEDEAO qui n'importe pas le minimum qui est l'alimentation. Un seul État. Il suffit que l'Inde décide de ne plus permettre l'exportation du riz. Tous ces États de la CEDEAO se retrouvent à terre, en train de chercher comment, par quelle voie passer pour nourrir les peuples. Ce n'est pas une caractéristique
propre aux États de l'Alliance du Sahel. Prenez un à un tous ces États zélés qui veulent nous faire la guerre et étudier leur économie pour voir la dépendance de cette dernière avec les autres organisations, mais ce n'étaient pas des organisations, et ce ne sont pas des organisations de le cadre de la CEDEAO. Nous importons tous de l'Inde, de la Chine, des États-Unis, du Pakistan, de la Turquie. Oui. Tous les biens, de façon générale, nous importons au sein des pays, non pas de la CEDEAO, mais d'autres structures. Puisque ce que je dis, le monde est un village planétaire. Ceci est une évidence que les pays de la CEDEAO le reconnaissent ou non. Pour ce qui est du domaine politique, oui. Rassurez-vous que à travers l'Alliance des États du Sahel, que les gens semblent mépriser, ridiculiser, jusqu'à considérer que c'est une alliance fantôme. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est une alliance fantôme? Oui. S'ils ne l'avaient pas vu, c'est une alliance, elle est physique. Et le physique, le réel, ne saurait être fantôme. D'accord. Ce sont les fantômes qui voient les fantômes. D'accord. Les humains voient les humains. Les humains peuvent à la limite voir les fantômes, mais ça, c'est Dieu qui décide. D'accord. Mais rassurez-vous, dans le domaine politique, personne n'utilisera le Niger ou l'Alliance des États du Sahel pour assouvir ses desseins personnels. Rassurez-vous, si nous pouvons avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe. S'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat s'il juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays des royaumes, d'empires et de sultanats, je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Macky Sall voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie? Il y a
moins d'une semaine. Oui. Et qu'est-ce qu'il en est? Oui, le report. Où en sommes-nous? Voilà. Mais entre-temps, il avait adouci ses positions quand les perspectives pouvant conduire au troisième mandat se sont évanouies à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays de l'Alliance des États du Sahel savent quelles sont leurs priorités, et c'est des priorités pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter de l'adhésion des peuples. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à cette libre circulation des personnes et des biens, par rapport au caractère économique et politique. Monsieur le Président, enfin sur le sujet de la CEDEAO, maintenant que nous avons quitté cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous? Mais nos perspectives ne peuvent être que meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO? J'ai fait le rappel. Oui. Les causes profondes inavouées qui ont conduit nos États dans la situation où nous nous sommes retrouvés, avec un terrorisme activé, d'abord importé, activé et manipulant et manipulé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes, que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes et que ce soit les États terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs multiples à travers ce qu'ils ont fait au pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO, ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé, troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, et nous sommes là-dessus, la bonne gouvernance. À travers tous les États, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'Alliance des États du Sahel profiteront au peuple des États de l'Alliance du Sahel. C'est un serment qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali, également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance, que ce soit des échanges monétaires et tout autre type d'échange pour que cette zone de l'Alliance des États du Sahel soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. C'est des étapes qui conduiront à une véritable
intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà en quelques mots ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de la CEDEAO et les conséquences que certains peuvent penser dramatiques ou chaotiques. Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'Alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. Monsieur le Président, après la CEDEAO, les Nigériens s'interrogent de plus en plus sur l'intérêt de notre maintien au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, organisation qui a durement sanctionné nos États. Allons-nous bientôt sortir de cette organisation également? Allons-nous enfin avoir notre propre monnaie qui est tant attendue par nos peuples, Monsieur le Président? Chaque chose a son temps. Je l'ai dit, nos États auraient dû sortir de ce qu'était devenu la CEDEAO depuis 1990. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la majorité numérique des membres continue à être membres de la communauté. Nous sommes sortis. Avant nous, la Mauritanie était sortie, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Nous l'avons dit, il faut ouvrir l'armoire de l'histoire récente des États africains, sortir tous les dossiers, les dépoussiérer, les analyser, les évaluer et décider pour l'intérêt et l'intérêt de nos peuples. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La France nous a spolié plus de 107 ans. La France doit payer cash les dettes de 65 ans de pillage systématique de nos ressources. Et les 42 ans, nous trouverons un échéancier pour qu'on soit quitte avec la France. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Et nous allons décider, Inch'Allah. Monsieur le Président, deux sujets d'actualité nationale intéressent principalement les Nigériens. Commençons par la première. À la mi-janvier, le Premier ministre Lamine Zen a effectué une série de missions qui l'ont conduit notamment en Russie, en Iran et tout dernièrement en Turquie. Quels sont les sens et les retombées de cette mission? Vous m'avez posé une question, à savoir quel devenir pour l'AES. Quel devenir particulièrement pour le Niger? Eh bien, ça fait partie des solutions pour le devenir de l'AES. Nous avons compris où se trouve le problème. Nous avons décidé de résoudre le problème. On nous a fait toujours comprendre que certains États sont barbares, arriérés et attardés. De ces États, nous ne devons rien attendre. Mais nous ne sommes pas, comme je l'ai dit, des analphabètes de l'histoire. Nous connaissons notre histoire,
nous connaissons l'histoire des autres. La France avait cessé d'être un royaume en quelle année? 1789. 1789. C'est ça. En ce temps, le dernier sultanat du Niger était en déclin. Nous avons passé par d'autres étapes et nous étions dans la phase des sultanats au moment où les Français faisaient leur révolution. L'empire du Songhai, connu à travers la dynastie des Dia, la dynastie des Soni, la dynastie des Askia, avait cessé d'exister en tant qu'empire prospère en 1591. Le sultanat du Bornou avait cessé d'exister en tant que sultanat influent qui couvrait la presque totalité du territoire aujourd'hui qu'on appelle le Niger, vers 1774. Ce n'est pas encore la Révolution française. Oui, tout à fait. Donc, nous connaissons l'histoire. Nous ne sommes pas analphabètes. Le Niger décidera en toute souveraineté de lier des alliances en fonction de ses intérêts et des intérêts du peuple nigérien, des peuples de l'AES de façon globale. Et pour cela, personne ne nous dira vers qui nous devons ou non aller. Oui. Nos orientations ne respecteront que l'intérêt national, l'intérêt des peuples et non la volonté d'un maître ou d'un supposé maître. Le Niger rétablira ces relations qui sont anciennes avec la Russie, avec l'Iran, avec la Turquie, avec tous les États qui respectent notre dignité et notre souveraineté. Nous ne sommes les tapettes de personne et nous ne serons les tapettes de personne. Personne ne nous dictera vers qui nous devons aller ou pas. Nos intérêts font partie des solutions à notre sortie de la CEDEAO. Parce que nos intérêts ont cessé d'être pris en compte au sein de la CEDEAO. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous serons prêts à nouer les relations avec tout pays qui respecte notre souveraineté, notre indépendance, qui n'est plus théorique, qui n'est plus que sur papier, une relation, une coopération d'intérêt entre les États, mais dans le respect mutuel, contrairement à ce que les Français veulent nous imposer. Et imaginez, en août 2023, pour vous donner une idée du mépris que la France ou les autorités françaises ont pour le Niger, en août 2023, lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avait proposé par visioconférence des pays membres de cette union une sortie de crise avec le Niger, un apaisement avec le Niger, et proposer d'aller vers le Niger au lieu de s'installer dans une situation, dans une position conflictuelle, d'aller vers le Niger, les autorités du Niger, les nouvelles autorités, bien sûr, pour essayer de négocier.
Vous savez ce que Macron a répondu à l'autorité de ce pays? Le Niger ne vous appartient pas. Le Niger appartient à la France. Ah oui. Et ce n'est pas à vous de proposer quelque solution que ce soit. Ouais. Ça s'est passé en août 2023 en visioconférence. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît et s'il a le courage, il sortira pour confirmer ce que je viens de vous dire. Le Niger n'appartient pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron, l'ignorant de l'histoire. Oui. Parce qu'il ne savait pas qu'au moment où eux, ils faisaient leur révolution, nous avons fini le tour du monde. Le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire qu'eux, ils ont appelé le Niger, avait cessé d'expérimenter toutes les organisations sociales en termes politiques. Et c'est ce pays-là que Macron réclame comme étant la propriété exclusive de la France. C'est dans ce cadre que s'inscrit le déplacement du Premier ministre, montrer que le Niger n'est la propriété de personne. Celui qui pense qu'il a des intérêts à défendre au Niger, qu'il vienne négocier avec nous d'égal à égal dans la dignité. Nous nous rendrons là où les intérêts de notre pays nous conduiront. Ça, c'est fini. Ce que les gens ont pensé ou pensent du Niger est révolu à jamais. C'est un Niger nouveau. C'est un Niger et une alliance des États du Sahel qui a compris les enjeux et qui a compris la voie à suivre avec le soutien du peuple. Et Inch'Allah, avec ce soutien, nous ne faillirons pas. Nous ne trahirons pas. Inch'Allah. D'accord. Et pour finir cet entretien, M. le Président, la deuxième question porte sur les quantités d'or qui sortent illégalement de notre pays. L'on parle notamment de quelques 1400 kg qui seraient sortis du Niger et saisis en Éthiopie. Qu'en est-il exactement, M. le Président? Vous me faites sourire. Le Niger a commencé à exploiter l'or depuis 1984. Vous vous rappelez de la ruée vers l'or de Koma Bangou? Oui, Koma Bangou, exact. Vous vous rappelez de la ruée vers l'or, plus récemment vers le Djado, Tchibarkat, Abenzeger, et ici, dans l'Anzourou, de l'autre côté, dans le Yaga ou le Diamaré. Le Diamaré, c'est la partie sud de la Sirba qu'on appelle Diamaré de façon générale. D'accord. Presque chaque semaine, c'est une mine qui est découverte. Une mine d'or qui est découverte. Mais en Hausa ou en Jarma, on a un dicton qui dit Hankali, Hanjini, komi yawan shi, cikin ciki yake tsayawa, cikin ciki yake karewa. Ine lakalwo telino ama jiri gaku gunda ranu a gaban. Ni bai ga di teli tarai. Dan di teli tarai haifote. Amba ama jiri gaku gunda ranu a gaban. C'est à ça que les Nigériens doivent penser. Il y a des gens qui ont été modestes, ils ont dit 1578 kilogrammes, plus d'une tonne et demie, saisis en Éthiopie. D'autres ont dit 23 tonnes. 23 tonnes d'or saisis et que c'est le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui aurait remis toutes ces quantités aux Russes. Nous devons réfléchir avant de donner écho à certains propos.
jusqu'au 26 juillet 2023, Oui. le Niger exportait l'or de façon anarchique. Allez-y au ministère des Mines, voir quelles sont les misères que l'État nigérien avait récoltées. Mais c'était fait sciemment, puisque ces détenteurs des mines d'or n'étaient autres que les ténors de ce régime que nous avons renversé. Allez-y au ministère des Mines, cherchez le permis de recherche que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ou tout autre membre du Conseil national ou du gouvernement a déposé. Mais ce n'est pas le cas du régime que nous avons renversé. Nous le savons. Dans le Diamari, nous savons qui a des mines d'or. Dans le régime déchu, dans la zone de Tabarkat, du Diado et de Amazgar, nous savons qui sont les ténors ou qui étaient ces ténors du régime déchu qui avaient des mines d'or. Il faut que les gens, face à tout écrit, face à toute tentative de diversion, prennent le temps de réfléchir. Nous sommes inscrits dans un sens de la marche de l'histoire de notre pays qui ne plaît pas à tout le monde. Et les gens sont prêts à tout pour nous divertir. Dieu merci. Ils ne sont pas parvenus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter. Tous les moyens seront utilisés pour casser notre marche vers l'affirmation de notre souveraineté, de notre indépendance. C'est dans ce sens que s'inscrit cette affaire de saisie de 1 tonne 578 kilos avec précision, de 23 tonnes avec précision en Éthiopie, dont même les autorités éthiopiennes n'ont pas vu la couleur de cet or. Le Niger a certes exporté de l'or à un moment bien précis de son histoire, comme je l'ai dit, qui a commencé de façon anarchique depuis 1984 et qui s'est poursuivi jusqu'au 26 juillet 2023. À notre arrivée, nous avons dit trop de permis ont été octroyés et d'autres permis, c'est les ténors même du régime chassé qui se sont expropriés, octroyés en expropriant d'autres et qui ont abusivement, j'ai dit, utilisé le pouvoir pour s'enrichir personnellement. Nous le savons à travers des compagnies comme Ecomine, Afrior, Comini, Radix et tant d'autres. Nous avons mis fin à ça. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à ceux qui se sont enrichis de façon honteuse sur la misère des Nigériens. Ces gens seront prêts à tout et feront tout pour nous déstabiliser. Mais Inch'Allah, ils ne parviendront pas parce que nous avons les faits avec nous. Les gens ont parlé, toujours dans le cadre de ce trafic d'or, du changement de personnel à l'aéroport. Ils ne se sont jamais posé la question que ces personnes que nous avons changées à l'aéroport étaient à l'aéroport depuis combien d'années.
Il y en a qui ont plus de 20 ans à l'aéroport. Il y en a qui ont plus de 10 ans à l'aéroport. Il y en a qui ont 5 ans. C'est vrai, il y en a qui ont moins, 1 an ou 2 ans. Mais le déploiement des forces n'est pas du domaine des rumeurs. C'est du domaine de l'efficacité et de l'objectif du contexte du moment. Ces gens qui avaient plus de 20 ans, plus de 10 ans, est-ce que les remplacer peut avoir un lien quelconque avec 1,5 tonne ou 23 tonnes saisies en Éthiopie, comme ils le disent? Oui, bien sûr. Ça n'a aucun rapport. D'accord. C'est dans le cadre normal de remplacement des personnels qui ont vécu un certain temps dans ces infrastructures aéroportuaires et qui sont des forces de défense et de sécurité, notamment de la gendarmerie, de la police nationale, de la douane et d'autres services que je ne citerai pas et qui devaient être remplacés. Ils ont été remplacés. Vous avez constaté à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, même si c'est 2 grammes ou 20 grammes ou 5 grammes d'or, ils sont détectés et repris si la procédure d'exportation n'est pas respectée. Et la procédure d'exportation de l'or qui avait cours jusqu'au 26 juillet était certes encadrée, mais encadrée de façon partisane. Nous avons ce qu'on appelle l'association nigérienne des agréés de l'exploitation et de la commercialisation de l'or qui régit ce domaine, qui était partie en procès avec l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC. Parce que l'ANAC avait dit qu'il n'est pas normal qu'on transporte l'or en cabine ou en soute. L'or doit être transporté par cargo. Au moment où l'or sortait par l'aéroport international Diori Hamani de Niamey sous encadrement. Donc, il y avait des règles. Bien sûr. Même si il y avait d'autres qui ont plus que le monopole, qui ont ce qu'on appelle le monopsome, ça veut dire le monopole total de cette activité. Où tout celui qui doit exporter l'or passe par ces personnes-là, qui sont nommées par le régime déchu. Et que tous ceux qui sont dans le domaine de l'or connaissaient et connaissent encore. Mais que les gens se rassurent. L'or était encadré de façon certes partisane, mais il y avait l'ANAC qui a toutes les activités aéroportières. Il y avait Souma qui a la gestion des infrastructures aéroportières. Il y avait la douane qui faisait son travail. Il y avait la cellule aérienne anti-trafic de la police nationale qui faisait son travail. Il y a la gendarmerie qui encadrait le transport de ce or-là de magasin à l'avion qui doit transporter l'or. Et c'était sous forme de cargo dont 2 compagnies ont été retenues, il faut qu'on les cite, qui sont Turkish Airlines et Air France. Air France depuis le 26 juillet. Vous voyez Air France? Non. D'accord. Donc, Ethiopian Airlines avait certes repris ses vols cargo, mais Ethiopian Airlines ne fait pas partie de ces 2 compagnies retenues. L'or, avec la bénédiction du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ou de tout autre membre du gouvernement,
n'est pas sorti 1 tonne 578 kg ou 23 tonnes avec la bénédiction du CNSP ou du président du CNSP ou de quelques membres du Conseil. Donc, que les Nigériens se rassurent. La voie que nous avons choisie, Inch'Allah, c'est avec loyauté, loyalisme et respect envers notre peuple que nous conduirons les charges qui nous incombent. Nous ne sommes pas là pour trahir les aspirations d'un peuple qui nous a fait confiance et qui nous a soutenus malgré l'adversité. Quand ils entendent certaines choses, comme je l'ai dit, c'est une sagesse populaire qu'ils se réfèrent à cette sagesse populaire pour poser les bonnes questions. Qui se cache derrière ce masque apparent? Oui. Monsieur le Président, merci pour cet entretien exclusif que vous venez de nous accorder malgré votre agenda très chargé. Un entretien qui va permettre assurément à nos compatriotes de saisir la portée de la décision historique du 28 janvier que vous et les autres présidents du Mali et du Burkina Faso ont pris ce jour-là au nom de l'AES. Merci et excellente soirée à tous. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.